voudrais dire d'abord, c'est que je suis née 2 fois. La première fois, c'était en septembre 1942, dans un petit village de Haute-Savoie, un hameau même, à flanc de montagne. On disait elle sera professeure. Et il n'avait pas prévu que je deviendrais chercheuse à Paris, choix qui me permettrait de faire très exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire être étudiante toute ma vie. Donc, du point de vue du genre, je dirais des perspectives très claires. Je veux dire, dans ma famille, on ne m'a jamais parlé ni mariage, ni enfant, mais une évidence s'imposait, des études et un travail. Et à l'époque, évidemment, on ne se posait pas la question de savoir si on allait trouver un travail après avoir terminé ses études. Cela allait de soi. Alors, donc ça, c'est la première fois où je suis née. La deuxième fois, voilà, je suis arrivée à Paris en septembre 1961 pour continuer Sciences Po. J'avais fait la première année à Grenoble, où je m'étais beaucoup ennuyée. Donc, comme j'avais eu de très bons résultats, j'ai été admise en deuxième année à Sciences Po Paris. Et très vite, je vais un soir vers 18h, place de la Concorde, et au milieu des voitures qui klaxonnent, des lumières, du bruit, je me déclare à moi-même, c'est le plus bel endroit du monde. Donc voilà, c'est là que je suis née la deuxième fois. Alors, pour en revenir au genre, donc à notre sujet, bon, le sujet en question, il m'attend au tournant, je dirais, 2 ans plus tard, à l'automne 1963, puisque je tombe enceinte, comme on disait alors, et c'est la course pour trouver, je vous rappelle, 1963, vous voyez dans quel contexte on pouvait se situer, c'est la course pour trouver une avorteuse qui pose une sonde, etc. Et à cause du processus, entre guillemets, je frôle la mort à 2 reprises. Et donc c'est la prise de conscience, c'est-à-dire je me demande si être une femme, cela signifie toute sa vie subir de telles horreurs. Et je rappelle en effet qu'à l'époque, il n'y a ni contraception, la loi Neuwirth ne sera votée qu'en 1967, bien sûr, ni IVG légale, puisque la loi Veil ne sera promulguée plus exactement que le 17 janvier 1975. Donc je commence à réfléchir sérieusement à tout cela, je m'intéresse au planning familial, je me documente sur la question, et j'écris sur l'avortement un article dans une petite revue des forces vives, comme on appelait à l'époque les clubs et autres instances qui travaillaient alors sur, disons, à réfléchir à de nouvelles manières de faire de la politique. Et en 1965, première élection présidentielle au suffrage universel, François Mitterrand, candidat de la gauche, fait de la légalisation de la contraception pour la première fois un thème de campagne électorale, et ce qui oblige les autres candidats, à l'exception du général de Gaulle, à prendre opposition sur la question. Alors je suis cette campagne avec attention. Je suis à ce moment-là jeune assistante à Sciences Po, au CEVIPOF, le centre qui s'appelle, il s'appelait à l'époque le Centre d'études politiques le Centre d'études de la vie politique française. Il s'appelle maintenant le Centre de recherche politique de Sciences Po. Donc ce centre où je suis toujours. Je fais une thèse à l'époque sur André Malraux et le gaullisme, car à l'origine, moi, je suis plutôt une littéraire, et donc j'envisageais pas de faire une thèse sur autre chose que littérature et politique. Mais je travaille aussi sur les comportements politiques des Français. Mais je tiens tout particulièrement à suivre cette question donc de la contraception, de ce qui pourrait être pour la première fois en France une dissociation de la sexualité et de la procréation. Et le premier article que je publie en 1966 dans une revue scientifique, la très sérieuse Revue française de sciences politiques, porte sur l'histoire politique de la contraception en France et retrace notamment les débats qui ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout les débats suscités par l'initiative de François Mitterrand, puisque, pour vous donner une idée, je vous rappelle, dans le journal La Nation, qui était le journal de l'UDR, le parti gaulliste de l'époque, Frédéric Grendel, journaliste de l'époque, écrivait, je le cite, « Monsieur Mitterrand a fait entrer les relations sexuelles des Français dans le domaine réservé du président de la République. Je suis persuadé que le 5 décembre, les électrices feront avorter nombre de candidatures.
Comme le dirait le candidat de la gauche unie, le 5 au soir, il faudra avaler la pilule. Bon, alors donc, cet article dans la Revue française de sciences politiques sera le premier d'une longue série de publications sur, disons, pour synthétiser, l'histoire des libérations sexuelles, l'histoire des mœurs et le début aussi, pour moi, d'actions militantes, notamment autour du planning familial et via cette histoire des mœurs et de la sexualité, évidemment, de la situation des femmes qui, à ce moment-là, se trouvent encore dans les plus grandes difficultés dans ce domaine. Donc c'est un des premiers fils de mes travaux sur ce qui ne s'appelle pas encore le genre, mais les études sur les femmes, et qui s'attache, je dirais, à la notion de liberté. C'est pour moi, à ce moment-là, le concept clé, le droit pour les femmes de disposer de leur corps, d'avoir une vie sexuelle sans avoir, comme on le disait à l'époque, la peur au ventre, et sans courir le risque donc d'être enceinte quand elles ne le souhaitaient pas, et sans courir le risque également de devenir stérile à la suite d'IVG clandestins subis dans des conditions effroyables. Je vous renvoie aussi, si ça vous intéresse, au livre d'Annie Ernaux, L'événement, puisque il se trouve, bon, j'ai découvert ça en lisant L'événement, qu'elle avait avorté en même temps que moi en novembre 63. Donc plus tard, j'écrirai un livre qui s'appelle les lois de l'amour et qui porte sur les politiques de la sexualité dans la première version, donc de 1950 à 1991, puisqu'il a été publié en 91, que j'ai actualisé ensuite et qui, dans sa version poche actuelle, va jusqu'en 2002. Et donc ce livre retrace tous les débats et combats qui ont abouti à des changements de législation dans le domaine de la sexualité et qui ont donc permis de passer de la société que j'ai appelée post-vichiste, du point de vue des mœurs, à une société post-68arde, dans laquelle ont été levées les contraintes qui pesaient alors sur la population et pour certaines d'entre elles, tout particulièrement sur les femmes. Bon, je rappelle ces contraintes avant donc que les lois dont je vous parlais tout à l'heure aient été votées. La contrainte de la procréation, puisque ni la contraception ni l'IVG n'étaient autorisées. La contrainte de l'âge, puisque on ne se préoccupait pas de la sexualité des jeunes, qui étaient de toutes les façons placés sous l'autorité de leurs parents jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est seulement en 1974 que la majorité passe à 18 ans. La contrainte de l'hétérosexualité, puisque l'homosexualité est encore, dans ces années-là, soumise dans la loi à des discriminations et considérée dans la société comme, au choix, une maladie, une perversion et même un fléau social. Et puis, contrainte de la violence, il y avait également dans ce système post-vichiste donc de l'après-guerre en France, contrainte de la violence, puisque le viol n'est que très peu réprimé, et que quand il l'est, c'est au nom de l'honneur des familles, plus que comme un crime contre la personne. Ce qui, évidemment, concerne pour l'essentiel les femmes. Donc, premier fil, donc, je dirais, la liberté sexuelle et l'histoire des femmes via cet aspect-là de leur vie. Et fil, je dirais que je tire jusqu'à aujourd'hui, puisque en 2007, j'ai dirigé avec l'historienne Christine Barr le livre qui s'appelle Le planning familial, histoire et mémoire, qui est les actes du colloque que nous avons organisé avec les dirigeantes du planning familial, et donc Christine Barr, à la Bibliothèque nationale de France en 2006 pour les 50 ans du planning familial, puisque en 1956 qu'a été fondée la maternité heureuse, qui allait devenir en 1960 le mouvement français pour le planning familial. Donc 56-2006, c'était les 50 ans. Et donc on a publié ensemble les actes de ce colloque aux presses universitaires de Rennes. Mais je dirais que si on revient donc à l'époque dont je vous parlais, en même temps, moi je conduis d'autres travaux. Je suis dans un centre de recherche très actif où l'une des préoccupations centrales est les comportements politiques et les comportements électoraux d'abord, et puis plus largement les comportements politiques qui m'intéressent énormément et sur lesquels je vais travailler à l'aide d'abord de méthodes quantitatives, puisque c'est l'époque du grand développement des enquêtes par sondage, et ensuite qualitative, et que je vais peu à peu, une méthode que je vais peu à peu privilégier d'ailleurs,
Et après diverses publications, ça conduira au livre que j'ai publié chez Odile Jacob qui s'appelle Les Français et la politique, fondé sur une enquête par entretien non directif. Le livre est paru en 1994. Alors je mentionne cet aspect-là de mes recherches parce que c'est ce qui va me conduire à toutes les recherches que j'ai menées après sur les femmes et la politique. Parce que c'est après avoir travaillé sur une enquête sur les jeunes des milieux urbains que j'ai fait, à partir de cette même enquête avec Mariette Sinaud, un article sur les jeunes femmes dans ces milieux, article publié dans la Revue française de sciences politiques en 1976. Mais pour poursuivre nos investigations, il était impératif de disposer de données nationales représentatives, et donc on a obtenu un financement public qui nous a permis de faire par la Sofres une grosse enquête par questionnaire auprès de 4000 hommes et femmes, et qui a donné lieu au livre qui s'appelle « Enquête sur les femmes et la politique en France », qui est paru au PUF en 1983. Et dans ce livre, alors je souligne parce que c'est un résultat important, nous avons mis en évidence, ce qui n'avait encore jamais été fait, l'effet travail. C'est-à-dire que nous avons montré que les femmes actives au sens d'exerçant une activité professionnelle, hein, je ne dis pas que les femmes qui sont chez elles ne sont pas actives, mais actives au sens d'exerçant une activité professionnelle, étaient plus politisées et plus engagées à gauche que les femmes qu'on a appelées ex-actives, c'est-à-dire celles qui, au moment de l'enquête, ne travaillaient plus, mais avaient travaillé avant à un moment ou à un autre de leur vie, et qu'elles l'étaient elles-mêmes nettement plus que celles qu'on a appelées les vraies femmes au foyer, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais travaillé à l'extérieur et qui étaient d'une certaine façon passées de la maison de leurs parents à la maison de leur mari. Et cet effet travail a été vérifié maintes et maintes fois depuis. Et j'ai pu voir en effet, au cours même de travaux tout récents que j'ai menés sur ce qui s'appelle maintenant genre et politique, et non plus les femmes et la politique, et que j'ai mené sur une enquête menée dans tous les pays de l'Union européenne, eh bien, que cet effet travail jouait encore à plein, et c'est pas... Le sujet de développer ça maintenant, Margaret Marouani le fera très bien quand elle viendra vous parler, mais je dirais que le travail est quand même la condition de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes, une des conditions les plus fondamentales. Donc j'ai continué et je poursuis ces travaux sur genre et politique en travaillant donc sur le vote des femmes et en montrant notamment les 3 étapes par lesquelles était passé le vote des femmes depuis 1945, puisqu'elles ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité en 1944, mais elles ont exercé ce droit pour la première fois en 1945. Donc j'ai montré les 3 phases d'apprentissage, de décollage et d'autonomie. Bon, je ne reviens pas dans le détail là-dessus, on y reviendra dans la discussion si ça vous intéresse plus particulièrement, et montrer comment ce qu'on peut dire aujourd'hui notamment du vote des femmes, qui est à peu près le même que celui des hommes, a une exception de taille évidemment importante, qui est que les femmes, tout au long, disons, des années 80 et 90 et jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été beaucoup moins nombreuses que les hommes à voter pour le Front National ou pour Jean-Marie Le Pen quand il était candidat. Et par exemple, je vais prendre un exemple, l'élection de 2002, vous vous souvenez de 2002, puisque ça a été quand même un traumatisme quand même pour beaucoup de gens. En 2002, alors... Faisons un rêve. Si seules les femmes avaient eu le droit de vote en 2002, eh bien, comme elles votaient dans l'ordre au premier tour, d'abord pour Jacques Chirac, ensuite pour Lionel Jospin et seulement ensuite pour Jean-Marie Le Pen n'aurait pas été au second tour. Et, faisons maintenant un cauchemar, si les hommes avaient seuls eu le droit de vote pour 2002, eh bien, Jean-Marie Le Pen arrivait en tête, suivi par Chirac, suivi par Jospin. Voilà. Donc... le meilleur rempart contre le Front National, ça a été quand même jusqu'à maintenant les électrices. Alors, j'ai travaillé aussi sur l'éligibilité, bien sûr, les femmes dans les assemblées élues, et sur la parité. Alors, en faisant de nombreux articles et le livre paru en 1997 qui s'appelle « Femmes, hommes pour la parité », qui est paru aux presses de Sciences Po.
Et donc ce fil genre et politique est un autre fil de mes travaux sur les femmes, à la différence du précédent, est plutôt coloré, je dirais, par la problématique de l'égalité. En fait, à quelles conditions hommes et femmes peuvent-ils se comporter de la même manière? Pourquoi et comment se fait-il que les femmes soient si peu nombreuses dans les assemblées élues? Pourquoi faut-il se battre pour la parité? Puisque, je dis pourquoi faut-il se battre? Parce que mes travaux sur la parité n'ont pas été restreints à des publications scientifiques, même si bon, j'en ai commis un certain nombre. Ils se sont accompagnés et ont même été précédés, je dirais, d'un engagement. C'est-à-dire que j'ai été une militante de la parité dès 1993 en signant le manifeste des 577 pour la parité, qui était paru donc dans Le Monde. Puis au fil des années, en me trimballant comme beaucoup d'autres un peu partout en France pour faire des conférences pro-parité, puisqu'il y avait dans toutes ces années 90 une demande phénoménale des associations, des syndicats, des instances universitaires, etc., pour qu'on aille parler de la parité un peu partout en France. Donc j'ai fait des conférences, j'ai écrit des tribunes dans la presse, notamment dans Le Monde, etc. Et j'ai été, à la suite de ça, pendant 6 ans, de 1999 à 2005, donc membre de l'Observatoire de la parité. Et aujourd'hui, évidemment, comme toutes les universitaires qui ont travaillé sur ces problèmes, on est très sollicité par les pays étrangers qui se posent la question de savoir comment développer les élites féminines et s'interrogent sur cette nouvelle exception française qu'a constituée en 2000 le vote de loi dite sur la parité, puisque la France a été le premier pays au monde à adopter de telles lois, même si aujourd'hui, on est obligé d'en faire un bilan mitigé selon qu'on parle des élections à la proportionnelle, enfin des scrutins de liste ou des législatives, où évidemment, là, c'est pas une réussite. Voilà. Mais je dirais que moi, je n'en suis pas tenue donc, à une vision franco-française de cette problématique genre et politique. On fait partie de l'Europe, nous sommes des citoyens et des citoyennes du monde. Donc raisonner seulement à l'intérieur du cadre hexagonal n'a plus grand sens, d'où, je dirais, mes travaux les plus récents sur les femmes et le pouvoir exécutif dans le monde et les femmes et le pouvoir exécutif en Europe. Je dirais un élargissement dans l'angle d'attaque aussi, puisque pendant longtemps, on a étudié la question de la place des femmes dans la décision politique, du point de vue de leur importance ou peu d'importance dans les assemblées élues. Mais les changements qui se produisent, à petite dose, soulignons-le, dans le monde, où des femmes commencent à être élues à la présidence de leur pays au suffrage universel, et sans être membres d'une dynastie, comme ça a été souvent le cas dans des pays d'Asie, par exemple. Alors le cas emblématique, bon, c'est celui de Michelle Bachelet au Chili, mais d'autres auraient pu l'être, comme en France, Ségolène Royal. Donc disons que ces changements poussent à déplacer le curseur et à s'intéresser aussi au pouvoir exécutif. Les femmes chefs de l'État et chefs de gouvernement, les femmes ministres, bon, par exemple, en Finlande, 55%, le gouvernement comprend 55% de femmes, contre 0% à Chypre. L'Europe ne se présente pas de ce point de vue-là sous un jour de très grande homogénéité. Donc ces travaux sur genre et politique m'ont conduite à l'évidence à m'interroger plus largement sur le genre en tant que tel, donc concrètement sur la situation des femmes en France du point de vue économique, social, culturel et du point de vue de ce que l'on pourrait appeler l'identité des femmes et des hommes. Alors, je ne m'attarderai pas sur les grands chantiers des inégalités hommes-femmes dans le travail, dans la famille. Bon, on sait que 60% des tâches éducatives, 70% des tâches domestiques sont accomplies par les femmes. Du point de vue des violences, puisque, bon, d'après la grande enquête qui a été faite sous la direction de Marie Jaspard en 2000, 48 000 femmes majeures avaient été violées dans l'année précédant l'enquête.
On pourra reparler de cette enquête sur les violences qui a été fortement attaquée à l'époque, aussi bien par Elisabeth Badinter que par Marcella Yacoub, Hervé Lebras, etc. et d'autres, au motif qu'elle donnait une mauvaise image des hommes, totalement injustifiée de leur point de vue. Donc voilà, on peut reparler de tout ça. Donc cet intérêt, je dirais, pour la situation m'a conduite à faire une enquête sur les femmes et les hommes en collaboration avec la gynécologue Anne de Kervas-Doué et qui a donné lieu au livre Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, qui a, je dirais, suscité quelques malentendus. Donc là, on est au milieu des années 90, enfin 97 pour le livre, parce que pour ce livre, nous avons réalisé plus d'une centaine d'entretiens non directifs auprès de femmes et d'hommes de tous âges, tous milieux, toute région, à partir de la consigne. Selon vous, les femmes et les hommes sont-ils différents ou sont-ils pareils? Est-ce qu'être une femme, être un homme, c'est différent, c'est la même chose? Et moi, je me demandais vraiment comment, dans la population, cette question était ressentie. Qu'en était-il, je veux dire, de l'attitude de nos concitoyens et concitoyennes par rapport à la différence des sexes? Donc, je suis partie à travers la France avec mon magnétophone. Et donc, en quoi a consisté ce malentendu? Alors, les réponses des personnes interrogées allaient toutes dans le même sens. Toutes disaient, peut-être une ou deux exceptions près, les hommes et les femmes sont différents. Et de quelle manière? Alors les réponses qui étaient données, c'était, je vous cite quelques exemples, les femmes pratiquent plus que les hommes la parole de l'intime. De fait, elles sont plus fortes qu'eux, elles sont plus mûres, elles sont plus novatrices. Les hommes sont plus investis dans leur travail alors qu'elles veulent une vie professionnelle et une vie familiale. Elles sont pour une sexualité qui s'accompagne d'amour, alors que, disaient certaines, en parlant des hommes, pour les hommes, finalement, une relation sexuelle, souvent, c'est comme une bonne bouffe. Et elles ont en politique des préoccupations propres. D'où le titre du livre, qui était plus une forme, je dirais, de joke, mais qui ne signifiait absolument pas qu'une prise de position différentialiste. Ça voulait simplement refléter l'état des mentalités à une période donnée, donc le milieu des années 90, période pendant laquelle on avait fait cette enquête. Et d'ailleurs, on insistait dans la conclusion sur le fait que pour ce qui les concernait, les femmes étaient à la fois différentialistes et égalitaristes. Elles revendiquaient leurs différences tout en réclamant l'égalité avec les hommes. Et elles distinguaient donc entre les bonnes, les mauvaises différences, les subies, les revendiquées, etc. Et dans la conclusion du livre, je posais cette question des identités de l'avenir en partant de l'idée que c'est toute inégalité abolie, que l'on pourrait savoir s'il existe in fine des différences irréductibles entre les hommes et les femmes. Et je soulignais que, en l'absence de toutes inégalités ou différences socio-économiques, il resterait au plus deux différences irréductibles, sauf avancées scientifiques plus poussées. Les femmes, peuvent seules enfanter. Les hommes doivent, pour avoir des relations sexuelles, ils doivent avoir une érection, ce qui les inscrit peut-être dans une démarche d'administration de la preuve. Mais cela suffit-il à donner deux visions du monde différentes, à établir que les hommes et les femmes sont irréductiblement différents? Je ne le crois pas. Mais je dirais que toute cette conclusion où j'essayais de montrer ce qui pouvait se passer dans l'avenir, donc une sorte, on peut dire, de masculinisation des femmes ou au contraire une féminisation de l'ensemble de la société, c'est une conclusion qui n'a pas été lue. Et pour certaines, ce livre a été vu comme différentialiste. Or, moi, je ne suis ni différentialiste, ni essentialiste. Je suis profondément égalitariste. Et je pense qu'on va, et j'espère qu'on va, vers l'indifférenciation, c'est-à-dire une société où les hommes et les femmes auront les mêmes rôles, les mêmes fonctions, où les femmes seront plus dans le public, où les hommes, au contraire, prendront en charge leur part du privé, ce qui leur fera, à mon avis, plus grand bien, parce qu'ils découvriront que s'occuper, par exemple, de leurs enfants, ça peut apporter beaucoup de satisfaction, où ils seront, les hommes et les femmes, interchangeables, sauf, bien sûr, pour la grossesse où, malgré l'utérus artificiel annoncé par Henri Atlan,
les femmes seront quand même pour longtemps encore, il me semble, aux premières lignes, et pour certaines auront envie d'y être. Donc, ce qui me permet d'aborder un point qui m'irrite beaucoup et que j'ai pu traiter récemment à l'occasion d'un colloque qui était organisé en Floride sur les intellectuels en France, où l'on m'avait demandé une intervention sur les intellectuels et la question du genre. Et j'avais traité les intellectuels, les femmes intellectuelles, donc 2 LES, et je l'avais appelée, cette intervention, qui va paraître dans une revue d'ailleurs, je l'avais appelée « De Simone de Beauvoir à Virginie Despentes », donc les intellectuels et la question du genre, et j'y avais même inclus Wendy Delorme, la petite dernière, qui vient de publier quatrième génération, ou la 4e génération de féministes, voilà, puisque ça se présente comme une espèce de manifeste féministe. Alors, en effet, à propos de cette indifférenciation, bon, je m'excuse un peu pour le terme qui n'est pas très joli, mais bon, j'en ai pas trouvé d'autres. Et donc cette indifférenciation vers laquelle, heureusement, à mon sens, nous allons, des différentialistes qui le refusent et des égalitaristes qui la souhaitent, cette indifférenciation, s'accordent, curieusement, sur un point que je vous expose. Elles disent « Si les femmes et les hommes deviennent de plus en plus proches, deviennent des semblables, le désir et la passion disparaîtront. » Alors elles l'écrivent, aussi bien Elisabeth Badinter que Lucie Rigaray, que aussi bien Mona Ozouf que Sylviane Agacinski. Je tiens leur citation à votre disposition. Comme si, pour que naisse le désir, il fallait, entre deux êtres, de l'étrangeté, un mystère insondable, une distance ou une différence irréductible. Bon, s'il en allait ainsi, comment expliquer qu'aujourd'hui, et depuis que le monde est monde, des hommes désirent des hommes, des femmes désirent des femmes, car ils et elles sont beaucoup plus finalement pareils que ne le seront jamais, je pense, un homme et une femme indifférenciés, ayant les mêmes rôles, les mêmes fonctions, les mêmes modes de vie. Donc il me semble que cette conception du désir renvoie à des schémas très anciens, dont on peut trouver l'archétype dans je dirais, le prince qui tombe éperdument amoureux de la bergère, ou dans les classiques amours ancillaires de la marquise qui craque pour son regard de chasse, ou du patron qui ne peut être attiré que par sa secrétaire, etc., etc. Et la littérature regorge de ces exemples qui ont visiblement marqué les capacités de compréhension du monde des auteurs que j'ai cités, mais qui ne correspondent plus à la société dans laquelle nous vivons et sur laquelle, et surtout vers laquelle nous allons. Moi, ce que je dis, c'est qu'on me prouve qu'on ne peut pas désirer quelqu'un qui vous ressemble, qui a la même position sociale ou économique ou intellectuelle que vous, les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes fonctions, tout ce qu'on veut. Je dirais que chaque être humain, homme ou femme, a sa spécificité, son originalité, de caractère, d'intelligence, d'humour, de sex appeal, de tout ce qu'on veut, qui en fait un être unique, donc nécessairement différent des autres, et ce n'est pas l'indifférenciation des genres qui le gommera. Mais enfin bon, j'arrête là sur ce point parce que c'est un point qui m'énerve. Voilà. Alors, puisque j'en suis au sujet qui fâche, je voudrais, pour rester dans notre problématique du genre, en signaler deux. Un que j'ai déjà rapidement abordé, celui de la parité, et un autre sur lequel j'ai fait une enquête et un livre avec toute une équipe et en codirection avec l'anthropologue Marie-Elisabeth Handman, donc sur la prostitution. Alors, sur la parité, bon, moi j'ai défendu de part en part le projet qui a abouti à la loi de juin 2000, donc après la modification constitutionnelle de 1999. Bon, cela a été très difficile parce qu'il y avait des adversaires de taille. En fait, que nous reprochait-on que je trouvais injustifié? Alors, on nous reprochait, alors Eliane, ça pourra confirmer ou infirmer si j'ai une mauvaise interprétation des choses, mais puisqu'elle elle est toujours une militante de la parité. Donc, qu'est-ce qu'on nous reprochait? On nous reprochait d'abord de mettre à mal l'universalisme, qui ne connaît que le citoyen abstrait,
sans sexe, profession, ni religion. À quoi nous répondions que cet universalisme n'en était pas un, qu'il n'était pas neutre, qu'il s'agissait d'un universalisme masculin au nom duquel, pendant un siècle et demi, on avait refusé les droits de vote et d'éligibilité aux femmes. Et je dirais que devant ceux qui opposent à la parité cette égalité devant la loi, cette égalité formelle, donc d'individus abstraits qui conduit de fait à l'exclusion des femmes, moi j'aime bien me rappeler cette phrase d'Anatole France qui écrivait « Cette majestueuse égalité devant la loi qui permet aux riches comme aux pauvres de dormir la nuit sous les ponts ». Alors, il y avait en plus une faute de logique, je dirais, chez les antiparitaires, car si elles estimaient que, oui, parce qu'il y avait aussi des hommes antiparitaires, bien sûr, que seul existe cet individu abstrait, alors elles auraient dû admettre que, indéfiniment, les femmes puissent être représentées dans les assemblées élues par des hommes. Si seul compte leur commune humanité, où est le problème? Or, ce n'est pas ce qu'elles disaient. Toutes s'indignaient de la sous-représentation des femmes dans ces assemblées. Et donc la question qu'on peut poser, c'est comment est-ce qu'elles alliaient cette reconnaissance implicite de la dimension sexuée de l'humanité, qui les conduit à juger scandaleuse la quasi-exclusion des femmes, et comment elles concilient ça avec leur refus de considérer qu'il y a des citoyens et des citoyennes, des hommes et des femmes qui ont les mêmes droits à devenir des représentants. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième chose qu'on nous reprochait, venait de leur crainte du différentialisme. Et là, je dirais qu'il y a eu au mieux un malentendu, au pire une manipulation ou une utilisation abusive de certaines prises de position. Bon, je ne vous donnerai pas toutes les citations parce que vous les trouverez, si ça vous intéresse, dans mon petit livre qui s'appelle « Femmes, hommes pour la parité », qui est paru aux presses de Sciences Po. Et donc, je vous donne les grandes lignes. Donc, les antiparitaires considèrent que si l'on inscrit dans la loi la différence sexuelle, cela signifie que les hommes et les femmes sont différents. Or, pendant des siècles, on a utilisé l'argument de la différence sexuelle pour justifier l'exclusion des femmes, leur infériorité et toutes les discriminations qu'on leur a fait subir. Or, comment, donc la question que nous on pose, c'est comment une instauration de l'égalité politique pourrait-elle avoir pour effet un reflux des avancées qui ont marqué la situation des femmes dans la période récente. Droit à l'éducation, au travail, droit de disposer de son corps, par exemple. Et quand on demandait la parité, il s'agissait pour nous bel et bien de faire sortir les femmes de chez elles, de leur faire prendre en charge la vie publique, et non de les inscrire dans un retour à Vichy, comme n'a pas hésité à l'écrire Elisabeth Badinter. Je vous cite, parce c'était une des antiparitaires, donc les plus virulentes et les plus connues. Elle avait écrit dans l'événement du 4 février 1999 « Réintroduire la différence biologique, c'est un discours de la différence qui renvoie à une thématique fondamentalement réactionnaire qui a freiné l'évolution des femmes vers l'égalité. Ce n'est guère autre chose que le discours de Vichy. » Donc, alors, malentendu ou procès d'intention, parmi les paritaires, j'en viens à ce point-là parce que je pense que c'est important quand on refait cette histoire aujourd'hui, parmi les paritaires figuraient à côté de beaucoup de féministes égalitaires, comme Françoise Gaspard par exemple, des féministes différentialistes comme Antoinette Fouque, qui avait été à la tête de Psychanalyse et politique, et Sylviane Agacinski, et qui déclaraient, aussi bien l'une que l'autre, que les femmes avaient le sens de l'autre, et donc l'auraient en politique, parce qu'elles avaient ou pouvaient porter un autre, l'enfant, à l'intérieur de leur propre corps. Argument, moi, qui me fait plutôt frémir, et que récusaient les égalitaires paritaires. Mais les antiparitaires ont fait un amalgame et ont utilisé cet argument détestable pour jeter l'opprobre du différentialisme sur les paritaires qui n'étaient pourtant pas, pour nombre d'entre elles, des chantres de la maternitude. Mais le mal était fait. Donc, je ne m'attarde pas sur les contradictions
qu'on pourrait relever dans le discours des antiparitaires et que donc j'ai analysé dans mon bouquin. On pourrait y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Un des autres arguments qui nous était opposé, c'était la liberté de l'électeur. Parce que ces pauvres électeurs allaient être obligés de voter pour des femmes. Comme si les électeurs n'avaient jamais choisi les candidats. Les électeurs, ils votent entre les différents candidats présentés par les partis politiques, mais ce n'est pas eux qui décident de qui est candidat. Donc là, on allait leur imposer de voter pour des femmes et ça allait être l'abomination de la désolation. Alors, ça, c'était le premier problème qui fâche. Le deuxième problème qui fâche, c'est la prostitution. Entre 2002 et 2004, donc à la demande de la mairie de Paris, j'ai co-dirigé avec Marie-Elisabeth Handman, comme je vous le disais, une enquête qui est devenue le livre « La prostitution à Paris », paru en 2005. Quand on dit Paris, c'est Paris et les communes limitrophes, c'est-à-dire Bois de Boulogne, Bois de Vincennes. Alors je me suis donc retrouvée sur le terrain, ce qui est un des aspects de la recherche que j'aime particulièrement. Et là, il s'agissait de faire un état des lieux de la prostitution à Paris et donc dans les communes limitrophes, donc de suivre entre autres une méthode anthropologique et de réaliser des histoires de vie avec des prostituées, hommes, femmes et transgenres, et des clients. Et aussi, bien sûr, mais sous une autre forme, avec des responsables de l'administration, de la police, des associations, etc. Et donc, le terrain, je m'y attarde 2 secondes parce que c'est vraiment, je veux dire, là que, bon, moi, je trouve vraiment les choses peut-être les plus importantes que j'ai trouvées dans mon activité de chercheuse. Et en l'occurrence, ça voulait dire toutes sortes de choses. Ça voulait dire passer des nuits dans les bus qui circulaient dans Paris et autour pour des associations d'aide aux prostituées qui s'arrêtaient pour qu'elles puissent rentrer dans le bus, venir prendre du thé, du café, pour qu'on leur donne des préservatifs, des seringues, du gel, enfin des informations administratives quand elles en avaient besoin, des renseignements sur tout ce dont elles avaient besoin. Donc, ça voulait dire des nuits comme ça dans Paris. Et puis, ça voulait dire aussi, je regarde le temps qui me reste, parce que je me demandais si j'allais vous raconter une histoire de terrain. Parce que, alors je vous raconte une histoire de terrain parce qu'il y a des histoires de terrain qui sont parfois assez rigolotes. Donc, j'en choisirai plutôt une de ce registre-là. Au cours de cette enquête, à un moment, j'ai fait des entretiens avec des prostituées. Et à un moment, je me suis spécialisée dans les clients des prostituées. Et donc, les clients des prostituées, ça se trouve pas comme ça. Hein. Vous abordez pas les gens dans la rue en disant « Monsieur, est-ce que par hasard, vous seriez pas un client de prostituée parce que j'aimerais bien faire un entretien avec vous ?» Ça marche pas comme ça. Donc, j'ai eu plusieurs méthodes pour essayer d'en trouver. Alors méthode, j'ai rappelé des hommes que j'avais interviewés dans mon enquête sur la vie sexuelle et qui m'avaient dit qu'ils avaient eu recours à des prostituées, savoir s'ils voulaient bien faire un entretien, mais spécialement là-dessus, etc. J'ai demandé à plein de gens autour de moi, travaillant dans des entreprises diverses et variées un peu partout, de demander à leurs collègues, alors est-ce que tu es déjà allé voir une prostituée? Ce qu'ils ont fait. Alors il y en a 10 qui évidemment disent, ah ben non, jamais, bien sûr. Puis il y a un 11e honnête qui dit, ah ben oui, une fois, 2 fois, de temps en temps. Et alors là, c'était, tu vas aller parler avec ma copine sociologue. Et comme ça, j'ai récupéré aussi des clients par cette voie-là. Mais je dirais que la voie la plus fructueuse, ça a été, comme, j'étais devenue assez copine, notamment avec une prostituée qui exerçait en camionnette. Elle a eu suffisamment confiance et elle m'a envoyé des clients, ses clients à elle. Donc, qui venaient, alors elle leur disait, ça serait bien que tu ailles voir ma copine qui fait une enquête, etc. Donc, j'ai eu les premiers clients appelons-la Julie, qui sont venus dans mon bureau, on a fait des entretiens, puis après, ils retournaient la voir et ils étaient très contents, finalement, d'avoir pu parler de tout ça, etc. Donc, elle a décidé de m'envoyer ceux qui avaient des problèmes. Voilà. Et alors donc les choses passaient toujours de la même façon. J'avais mon portable qui sonnait, j'avais une voix que je connaissais pas au bout du fil qui disait voilà, j'appelle de la part de Julie. Alors je savais que c'était un client, donc je lui demandais son âge et tout. Donc j'en ai un jour qui m'appelle.
Bon, lui, il allait voir Julie depuis pas mal d'années. Il s'entend très bien avec sa femme, il adore sa femme, etc. Mais elle ne veut pas lui faire des gâteries dont il a envie, donc il va voir régulièrement Julie pour ça. Mais son problème n'était pas là. Son problème, c'est que 1 an plus tôt, il avait découvert qu'il avait besoin d'être dominé par une femme. Alors, il avait fait un petit travail d'approche auprès de sa propre femme, qui avait freiné les cas de fer, et donc il était allé voir une dominatrice professionnelle qui, donc dans Paris, qui opère chez elle, dans son appartement, où elle a une pièce spécialement aménagée avec plein d'instruments de torture, etc. Et donc il me raconte par le menu tout ce qu'elle lui a fait. Enfin bon, elle le fait mettre tout nu à 4 pattes sur le plancher. Elle lui fait plein de trucs, etc. Et ça se termine, je vous le fais court, hein, parce que sinon, voilà. Ça se termine par elle urine sur lui et il éprouve vraiment le grand pied bleu de sa vie, quoi. Donc il me raconte tout ça. Et puis à la fin de l'entretien, comme bon, nous sociologues, politologues, il y a des tas de questions qu'on appelle les renseignements signalétiques qu'on aime bien poser. Donc je lui demande sa religion, je lui demande la profession de ses parents. Et puis je lui dis et comment vous avez voté en 2002 ? Et alors là, il prend un air surpris, même scandalisé. Il me regarde comme ça. Il me dit mais ça, je ne peux pas vous le dire, c'est beaucoup trop personnel. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie histoire de terrain. Voilà. Ne mange pas de pain. Comme quoi les tabous ne sont pas toujours où on pense qu'ils sont. Voilà. Alors, je disais, la prostitution, enfin, des histoires, je vais en raconter d'autres si vous voulez. Bon, mais là, je voudrais dire pourquoi c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche. Les féministes sont très divisées sur la question de la prostitution. Un pôle, je dirais, il y a celles qui voudraient la faire disparaître, qui considèrent qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité des femmes, d'une preuve de plus de la domination masculine et de la violence exercée sur les femmes, et elles veulent aujourd'hui pénaliser les clients. À un autre pôle, on a celles qui estiment qu'il faut lutter sans relâche contre la traite, contre l'esclavage, mais que les prostituées dites traditionnelles ou professionnelles, comme elles préfèrent s'appeler, qui exercent cette activité librement, doivent pouvoir continuer à le faire, qu'elles vendent des services sexuels et non pas leur corps, comme on dit souvent, et qu'elles sont des travailleuses du sexe au même titre que d'autres travailleuses et qu'on doit arrêter de les stigmatiser. Donc moi, je dirais ma position au sortir de cette enquête et des contacts que j'ai noués avec certaines prostituées que je vois encore de temps à autre. Bon, certaines sont devenues des copines. Je dirais que le phénomène prostitutionnel est complexe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a bien des esclaves, des femmes qui se prostituent sous la contrainte de réseaux, de proxénètes, de filières diverses, de mamas, pour ce qui concerne les africaines, qui souvent utilisent des pratiques de sorcellerie pour les maintenir sur leur couple. Et puis de l'autre côté, il y a ces traditionnels donc, ou ces professionnels qui, même si certaines d'entre elles ont débuté sous la coupe d'un Mac, n'ont plus de proxénètes et exercent librement, et qui choisissent de poursuivre ces activités parce que ça permet de gagner rapidement, je ne dis pas facilement, mais rapidement, beaucoup d'argent, en tout cas sans commune mesure avec ce que leur rapporterait un hypothétique petit boulot exercé sans formation, sans ancienneté, et à condition en plus de le trouver, parce que comment est-ce qu'on justifie vis-à-vis d'un employeur un trou de X années dans un CV, parce qu'on ne va pas mettre, je faisais péripatéticienne au Bois de Boulogne. Alors, pour celle-ci, la pénalisation du client aurait comme conséquence immédiate, évidemment, la diminution de leurs revenus, et ce qui s'est vu d'ailleurs avec la loi Sarkozy sur le racolage passif, mais surtout la clandestinité, comme effectivement ce qu'on observe maintenant, où de plus en plus elles sont dans les petites rues, dans les parkings, sur les parkings d'autoroutes ou de nationales, ou dans les forêts aux alentours de Paris, et puis sur Internet évidemment, où là, c'est l'explosion de la prostitution sur Internet. Et je dirais qu'entre les deux, il y a une zone grise, notamment de jeunes femmes ou de l'Est ou d'Afrique, qui savaient, en fait, en quittant leur pays, ce qu'elles allaient faire en France. Ce n'est pas toutes des amoureuses trahies par leur amoureux ou abusées à qui on a dit tu seras babysitter, puis qui se sont retrouvées. Non, il y en a un certain nombre qui savaient et qui, dans la situation de misère économique ou de guerre civile, notamment pour les Africaines, où se trouve leur pays, n'ont guère d'autre espoir d'une vie meilleure.
Alors, ce qu'elles n'évaluent pas toujours quand elles décident de partir, c'est la difficulté de se débarrasser après de leur réseau passeur, etc., auquel elles ont recours, parce que c'est pas si facile de venir seule de l'étranger et de débarquer dans un pays sans contact, sans point de chute, etc. Donc il y a une utilisation dans les deux sens, mais voilà. Donc la question, je pense que tout cela pose, c'est celle du consentement. Est-ce que les femmes qui se prostituent, et les hommes aussi, puisque près d'un tiers, je veux dire, des prostituées sur Paris sont des hommes homosexuels, transgenres, ou certains hétéros pour femmes, comment dire, femmes mûrissantes ayant un peu d'argent. Et donc, est-ce qu'ils consentent vraiment à cela? Est-ce qu'ils l'ont choisi? Et comment on choisit? Est-ce que ça se choisit? Comment on choisit de faire avocat ou médecin? Donc la question, je dirais, ne se pose pas en ces termes, parce que dans une situation de misère économique, est-ce qu'on peut parler de choix? Mais est-ce qu'on peut en parler aussi pour des femmes qui laissent leurs poumons et leur peau dans des usines de produits chimiques ou dans d'autres lieux professionnels? Donc moi, je ne tranche pas, mais j'ai constaté que ce dont souffraient les prostituées avec lesquelles j'ai fait des entretiens, ce n'était pas de vendre des services sexuels, de mettre en jeu leur sexualité, mais de la stigmatisation sociale qui les frappait et qui interdisait à certaines de révéler à leur entourage leur véritable occupation. Donc, et autre question que je me pose, parce que devant certaines prises de position quand même très, très tranchées, très radicales, c'est comment des féministes prohibitionnistes, dont c'est le plus strict droit d'être prohibitionniste, peuvent tenir les discours qu'elles tiennent sans jamais avoir rencontré une prostituée, sans rien connaître concrètement de leur histoire et de leur vie. Donc j'arrête sur ces points qui fâchent pour signaler, après ce tour d'horizon de mes recherches sur le genre, que je n'ai pas travaillé que sur le genre. Bon, j'ai mentionné le sujet littérature et politique, principalement Malraux, puisque j'ai écrit 3 livres sur Malraux et la politique, et sur lequel je vais intervenir encore en juin dans un colloque. Vous voyez, mes sujets me poursuivent, quoi. Donc, je signale aussi mon enquête, la dernière, toute récente, sur la relation des Français à l'argent, un livre qui s'appelle L'argent et nous, qui est sorti donc en 2007, et l'enquête aussi entre 2000 et 2001 sur la vie sexuelle en France, où là j'ai fait aussi du terrain en allant un peu partout faire des histoires de vie en France, et où effectivement les histoires de terrain ont été parfois dramatiques, parfois assez rigolotes. Alors, je dirais de fait que je suis intellectuellement claustrophobe et que j'ai besoin d'aller sur des nouveaux terrains, vers de nouvelles aventures de recherche, mais tous mes sujets, comme je vous le disais, me poursuivent, et donc actuellement j'interviens sur le genre, mais aussi sur la sexualité, sur les autres sujets, parce que je travaille sur des sujets sur lesquels il y a une demande. Donc je ferai, pour terminer, quelques remarques d'ensemble, pas sur tout, mais une sorte de bilan de mes travaux sur le genre. Alors je dirais d'abord que j'y ai toujours pris du plaisir. Alors on peut dire, d'une certaine façon, travailler sur le genre, c'est travailler sur soi. Et comme on le sait, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais bon, ça serait un peu court. Non, c'est plutôt, je pense, un point d'observation totalement privilégié de l'évolution et de la réalité de notre société. Car le genre, ce sont les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de queer, qui voudraient détrôner le genre et bousculer les catégories hommes-femmes. Ça viendra peut-être, mais bon, on n'en est pas tout à fait là. Bon, j'aime le monde qui m'entoure, malgré certaines de ces atrocités. J'aime mon époque. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas pouvoir être là dans 50 ans pour voir où tout cela en sera et quelle sera la situation, notamment des femmes, dans ce pays. Mais disons qu'avoir vu simplement sur les 40 dernières années, puisque le thème général, je veux dire, de cette série de conférences, c'est 40 ans de recherche sur les femmes, le genre, etc. En 40 ans, il s'est passé pour la population féminine énormément de choses. Et on ne peut pas nier, malgré de temps en temps les petits coups de sonnette alarmistes, attention, il y a un backlash, attention, il y a un retour de l'ordre moral, etc. On ne peut pas nier qu'il y a eu des progrès absolument faramineux,
comme le droit de disposer de son corps, comme l'entrée massive dans le travail salarié, comme les progrès qui commencent quand même à se manifester dans le domaine politique, même si c'est encore très restreint, etc. Bon, il y a encore des tas de choses qui restent à faire et il faut se battre pour les faire advenir, mais on a quand même vu une évolution chez les femmes qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu observer pendant des très longues périodes, disons, précédentes. Et je dirais de cette façon-là, ces 40 dernières années ont été totalement passionnantes, aussi bien du point de vue de la recherche que par rapport, disons, aux motivations plus militantes que je pouvais avoir à des moments ou à d'autres, de faire ces recherches-là. Et puis, j'ai pu utiliser aussi plusieurs méthodes, plusieurs méthodologies. Et je voudrais en dire 2 mots parce que pour moi c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'ai appris à maîtriser le quantitatif, toutes les enquêtes par questionnaire, et puis surtout le qualitatif, puisque j'ai fait des enquêtes par entretien non directif, par semi-directif, et surtout ce que je crois le plus fécond, par histoire de vie. Donc mes enquêtes récentes sur les femmes et les hommes, sur la sexualité, etc., et aussi sur l'argent, c'est par histoire de vie. Et en demandant à des hommes et à des femmes que personne n'a jamais interrogé de me raconter leur vie, j'ai toujours eu l'impression de sauver du désastre des témoignages qui, sans cela, auraient disparu. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est Coluche qui a donné la meilleure définition, je dirais, de notre travail de chercheuse en sciences humaines. Il disait « voler, c'est quand on trouve un objet avant qu'il soit perdu ». Et c'est souvent ce que j'ai eu le sentiment de faire quand je faisais des entretiens avec des gens qui, si je ne les avais pas fait à ce moment-là, leur mémoire aurait disparu et ça aurait été bien dommage. Alors, je voudrais aussi répondre à une question que me posaient les organisatrices lorsqu'elles m'ont invité à venir m'exprimer ici. Comment mes recherches sur le genre ont-elles été accueillies dans le milieu universitaire, puisque je suis directrice de recherche au CNRS, et comment elles ont été accueillies au début et par la suite. Alors, au début, évidemment, c'était des recherches qui s'appelaient sur les femmes, comme je vous le disais. Et puis, au cours des années 90, c'est devenu les recherches sur le genre. Ce qui élargit, je dirais d'une certaine façon, d'abord l'appréhension du sujet et le champ, et qui le rend, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Mais bon, comment ça a été reçu ? Je dirais dans l'ensemble, je dirais bien. Alors, ce n'est pas le cas, malheureusement, de toutes celles de mes collègues sociologues, historiennes, etc., dont certaines ont eu du mal à faire accepter et reconnaître leurs travaux sur le genre. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un centre de recherche, donc le CEVIPOF, dont je vous parlais, très ouvert, et dans une maison au sens large, Sciences Po, tout aussi ouverte. Et au CEVIPOF, le cœur des recherches s'articulait, entre autres, sur les comportements politiques, et le fait d'introduire une nouvelle variable, donc on appelait le sexe à l'époque, dans l'explication de ces comportements, c'était plutôt bienvenu. C'était cohérent avec la problématique générale du laboratoire, comme l'ont été ensuite le genre dans l'étude des élites, puisque l'éligibilité, les femmes dans les assemblées élues ou dans les gouvernements, ça rentre bien dans l'étude des élites, ou dans les politiques publiques, par exemple, via une politique publique comme la parité ou comme d'autres. Donc, alors, bien sûr, on peut toujours aller chercher la petite bête et relever les remarques qui, en tout cas dans mon cas, ont toujours été des remarques humoristiques, si vous voulez, et des façons qu'on a entre nous de parler des choses quand même un peu au second degré. C'était quand j'allais faire une conférence à Bruxelles ou ailleurs sur le genre, c'était « Ah, tu vas encore parler des bonnes femmes ». Oui, évidemment, je vais parler des bonnes femmes. Mais bon, c'est vrai que dans mon laboratoire, on parle beaucoup au second ou au troisième degré, et que entre nous, je veux dire entre copines, entre collègues femmes, on se dit en général, c'est quand qu'on va se faire un déjeuner de pouf. Donc, je ne suis pas choquée par les dénominations qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et je dirais quant à ma carrière, honnêtement,
je dirais qu'elle n'a en rien souffert du fait que je travaillais sur le genre. Alors certains me disent, c'est parce que tu travaillais aussi sur d'autres sujets. Bon, c'est possible. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup publié sur le sujet, aussi bien enfin en France, en Europe, dans différents pays hors d'Europe, États-Unis, Japon, Brésil, etc. Que bon, mes livres ont été traduits en grec, en coréen même, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, en coréen, en allemand. Donc, et puis, j'ai toujours été sollicitée par les médias parce que les sujets de société, les sujets sur le genre, les sujets sur la sexualité, sur l'évolution des mœurs, je veux dire, c'est quelque chose qui les intéresse toujours beaucoup, pas seulement pendant la semaine du 8 mars. Bon, je dis la semaine parce que maintenant, le 8 mars, même, il commence à durer même 15 jours depuis un certain temps. Hein, et là, il y a une demande générale. Donc je dirais qu'au total, le travail sur le genre a été pour moi une belle aventure. D'abord, puis d'ailleurs, elle n'est pas terminée, puisque je commence en ce moment, comment dirais-je, mon opus magnum, oui, je vais l'appeler comme ça, sur le genre. Une chose façon le genre pour les nuls, qui s'appellera probablement comme ça, qui s'appellera plutôt les femmes, les hommes, ce que j'en sais. Mais bon, on en reparlera plus tard, mais dans lequel je reprendrai beaucoup des choses que j'ai abordées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.